Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule vidéo qui va reprendre l'essentiel de ce qu'il faut savoir en physique dans la première spécialité physique-chimie. On va commencer par le thème 1, mouvement et interaction. Dans un premier temps, on va parler ici de force et de champ. Donc, une force va être caractérisée par un point d'application, un sens, une direction et évidemment une norme. Donc ici, dans un premier temps, on va parler de la force de gravitation qui va être définie par moins grand G, grand G étant la constante de gravitation universelle, masse de A fois masse de B, divisé par la distance qui sépare A et B au carré. Et on va rajouter le vecteur unitaire. Donc ici on voit bien que cette force elle est attractive, d'accord ? Donc si le vecteur unitaire ici, il part de A vers B, comme ici ceci, c'est un vecteur unitaire, ce qui veut dire que sa norme va être égale à 1, et donc il ne va pas rentrer en compte dans le calcul de la norme de cette force. La force ici, elle est bien avec un signe moins, donc ça veut dire que la force de A qui s'exerce sur B, c'est A qui s'exerce sur B, elle va partir de B, et elle va être dans le sens opposé à U à B. Donc ici, notre force, elle va partir de B, et aller vers A, comme ceci. F de A sur B. Voilà. Donc la force, elle-ci, elle est bien attractive, qui correspond bien à la force de gravitation, qui elle-même est attractive. Preuve en est, nous avons les pieds collés sur le sol. De cette force va être généré un champ. Donc le champ, ça va être tout ce qui va être lié à la production de cette force de gravitation. Ici, notre champ de gravité, il va être défini par l'ensemble de ce que va produire la force A. Donc ça veut dire moins grand G, MA, sa masse, la distance au carré, UAB. Donc le champ, il est attractif, et la force subie FG de B, d'accord, c'est la force que subit B parce qu'il est dans l'entourage de A, va être égale à G, MA, MB. Donc ça correspond bien à ce qu'on voyait auparavant avec le poids. Hein. Poids est égal à M fois G, ou G fois M, peu importe, ici. Donc on a bien la force ici qui va être dite de pesanteur, mais qui en fait est une force de gravitation, qui va être égale à M fois G. On va pouvoir faire la même chose en électrostatique, et on va considérer que la force électrostatique générée par une particule chargée sur une autre particule chargée, il faut deux particules chargées ici, est égale à K, une constante qu'on vous donnera, facteur de QA fois QB, divisé par D carré, vecteur unitaire UAB. Alors là, ce qu'il faut remarquer, c'est que je n'ai pas spécialement mis de signe devant mon expression de ma force. Pourquoi ? Parce que ça dépend de la polarité de A et de B, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont positifs tous les deux, négatifs tous les deux, ou positifs et négatifs, pour savoir si la force est attractive ou répulsive. Donc du coup, pas de signe ici. On a bien le sens de UAB qui va nous être imposé exactement comme ici, mais le sens de la force de A sur B va être défini par la charge de A et la charge de B. Donc le champ électrostatique qui va en générer va être de la forme grand E, qui va être égal à, du coup, K fois QA, divisé par D carré, UAB. On a une analogie parfaite entre les deux forces, on a bien la même expression qui va être formée, et donc du coup, la force subie va bien être égale, la force que va subir B dans le champ de A va être QB, vectoriel, facteur de E. Ce champ va imposer à B un certain sens, suivant qu'il soit positif ou négatif, suivant que la particule chargée de A soit positive ou négative par rapport à son signe. Donc un champ peut être représenté en un point par un vecteur, hein, c'est ce qu'on a fait ici, ce sont des vecteurs. Ce vecteur est tangent en ce point à une courbe qu'on va appeler la ligne de champ. La ligne va être orientée dans le même sens que le vecteur champ, et ces lignes permettent de cartographier un champ. Voilà pour les forces et les champs. Deuxième thème que nous allons voir, c'est la statique des fluides.
Alors un fluide, c'est tout ce qui va être gaz ou liquide. D'accord ? Donc quand il est au repos, il va exercer une force pressante vers l'extérieur, une force F qu'on va appeler force pressante. Cette force pressante, elle va être proportionnelle à la surface de liquide qui est en contact et de la pression interne. Donc F, ça va être égal à P fois S. F, ici, va être en newton. S va être en mètre carré, c'est la surface de contact. Et P en pascal. Alors le pascal, c'est l'unité de pression, une unité qui est relativement petite, mais qui va nous permettre de corréler avec la force. En général, on va plutôt utiliser le bar, et on a un bar qui va être égal à 10 puissance 5 pascal. Pascal est une toute petite unité, on utilisera préférentiellement le bar. Loi fondamentale de la statique, c'est la première loi importante de physique que l'on voit. J'ai tracé un axe vertical vers le haut. Donc du coup, il faut bien prendre ça en compte quand vous allez faire votre loi, car des fois, il y a un axe vertical, mais qui est orienté vers le bas. Donc ici, on va avoir la différence de pression PB, delta P, va être égal à PB moins PA, qui va être égal à moins, puisque je suis vertical, ρ de fluide. Alors le ρ, c'est bien la masse volumique de notre fluide, fois G, l'intensité de pesanteur, vecteur de la variation delta Z de hauteur. La variation delta, c'est toujours une variation. La variation de pression, c'est PB moins PA. Variation de hauteur, ça va être ZB moins ZA. Cette loi fondamentale de la statique est très importante, notamment pour la suite. Elle va nous permettre de calculer la différence de pression que nous allons subir, notamment quand on va monter au sommet d'une montagne ou qu'on va aller dans un fluide comme l'eau, on va plonger. Ensuite, nous avons vu la loi de Boyle-Mariotte. La loi de Boyle-Mariotte, elle est utile notamment pour calculer les variations de volume, parce que là on ne parle pas du tout de volume, les variations de volume à des différentes pressions. La loi de Boyle-Mariotte, elle n'est applicable que dans les cas où la réaction se fait de manière réversible, c'est-à-dire infiniment lente. La loi de Boyle-Mariotte nous dit que la pression fois le volume, c'est égal à une constante. Donc cette petite loi va nous être très utile, notamment pour bien préciser la variation de volume suivant la variation de pression. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que plus on s'enfonce profondément dans l'eau, plus la pression va augmenter et donc plus le volume va diminuer. À l'inverse, si jamais vous inspirez du gaz sous pression alors que vous êtes sous l'eau, ce qui est normal, et que vous remontez sans expirer, la pression autour de vous va diminuer et votre volume de gaz dans vos poumons va augmenter, ce qui peut risquer des gros problèmes. Pour finir ce thème mouvement et interaction, on va parler maintenant des mouvements. Alors, on a défini plusieurs choses en mouvement. On a notamment défini ce qu'on va appeler la vitesse dans notre cas. Donc la vitesse, on l'avait définie assez simplement comme étant le vecteur de mi plus 1 divisé par ti plus 1 moins ti. On va en considérer un ensemble de points, mi plus 1, etc., etc. Et la variation de vitesse, ça va être la variation de position finalement entre ces deux instants. Nous, on a rajouté le vecteur variation de vitesse. Ce vecteur variation de vitesse, c'est tout simplement la différence, comme on l'a dit tout à l'heure, la différence entre la vitesse à i plus 1 moins la vitesse à i. Cette variation de vitesse, elle va nous être utile pour la deuxième loi la plus importante, le PFD, le principe fondamental de la dynamique. Alors, ce PFD, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que la somme des forces appliquées à un solide ou un objet quelconque va être égale à sa masse, facteur de le vecteur variation de vitesse divisé par delta t. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce vecteur-là, l'ensemble de ce vecteur-là, c'est homogène à une accélération. Donc, comment on va exploiter cette affaire-là ? Eh bien, pour tracer finalement
notre vecteur variation de vitesse, on va vraiment faire une soustraction de vecteurs. C'est-à-dire qu'on va prendre VI, on va l'appliquer au point I, on va prendre VI, hop, tac. Donc ça, c'est toujours mon VI, je l'ai fait à peu près là, je l'ai fait de la même longueur, et je l'ai fait dans le même sens. Et je vais faire moins, donc ça c'est VI plus 1, et je vais faire moins VI. Moins VI, c'est la même direction, mais pas le même sens. Donc hop, moins VI, il est comme ça. Ça c'est moins VI. Et finalement, notre vecteur variation de vitesse, hop, il va être là. Notre vecteur variation de vitesse, il va être là. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la variation de vitesse va être collinéaire à la somme des forces. Donc connaissant finalement la somme des forces, puisqu'on a fait tout notre point sur les forces et les champs, on va pouvoir connaître finalement le sens de variation de la vitesse. Est-ce que ça va dans le sens du mouvement, et à ce moment-là ça va accélérer, ça va pas dans le sens du mouvement, ça s'oppose au mouvement, alors on va ralentir. Bien, maintenant qu'on a fait ce premier thème, mouvement et interaction, on va passer au second thème. Le deuxième thème, c'est l'énergie, conversion et transfert. Donc dans un premier temps, on va parler ici d'électricité. Donc l'électricité, on a vu que c'était finalement, on allait pouvoir redéfinir ce qu'on avait vu au collège. On avait dit au collège qu'il y avait une grandeur qu'on appelait l'intensité, qui est finalement en ampères, ici. Et nous, finalement, on va dire que ça va être un débit de charge. Alors un débit de charge, ça veut dire que le mouvement de nos petits électrons, ils vont bouger à travers notre canalisation, notre tuyau, ils vont bouger, et suivant le nombre qui passe dans une section, on va avoir un débit de charge. Donc ici, on va dire que le nombre d'électrons passant avec une certaine charge E, divisé par delta T, va nous donner, pour un temps infini, va nous donner finalement notre intensité en ampères. Donc le N est un nombre sans dimension, c'est le nombre d'électrons qui passent, E est en coulomb, et delta T est en seconde. Ce qui veut dire que finalement, les ampères, ce sont des coulombs par seconde. Donc c'est vraiment un débit de charge. On voit aussi la source réelle de tension continue. Alors, au collège et en seconde, on avait vu que finalement la pile, ça pouvait délivrer une certaine tension. On a toujours pour l'instant considéré que cette tension était parfaite et qu'elle délivrait toujours la même tension. Évidemment, ce n'est pas la réalité de notre affaire. La source réelle va être plutôt décomposée comme une source idéale, parfaite et merveilleuse, plus une petite résistance. La preuve en est, c'est tout simplement que votre pile ou votre batterie de téléphone, par exemple, au bout d'un certain moment où vous lui avez demandé l'utilisation, elle va commencer à chauffer. Et cet échauffement est lié à la résistance interne et à l'effet joule. Donc la tension, la source réelle de tension, ou le modèle Thevenin, nous dit que U est égal à E moins petit r fois I. Alors E, ça va être la force électromotrice, elle a FEM, et R, du coup, la résistance interne de notre pile ou de notre batterie. Tout ça, cette tension, ça va être en volts. Donc là, on a revu deux grandeurs que nous avait bien travaillé au collège, l'intensité et la tension, et on a un petit peu rajouté que ça varie un petit peu. C'est-à-dire que l'intensité, c'est un débit de charge, et finalement, notre source réelle, elle n'est pas tout à fait idéale parce qu'elle a des pertes. Et bien, maintenant, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut convertir l'énergie électrique, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc, un convertisseur, ça se représente toujours comme ça. On va avoir de l'énergie qui va être reçue par le convertisseur. Ce convertisseur va nous donner ce qu'on va appeler de l'énergie exploitable, c'est-à-dire l'énergie qui va nous intéresser et qui va finalement être l'objet de notre convertisseur, et ce qu'on va appeler de l'énergie dégradée. Alors l'énergie dégradée, ça va être des pertes que l'on ne va pas pouvoir vraiment valoriser. Alors la puissance électrique dans un dipôle, c'est P égale UI. L'énergie associée à cette puissance, E élec, ça va être P élec fois delta T. Delta T étant bien évidemment le temps d'utilisation. Sachant que, évidemment, il n'y a pas d'énergie qui part sachant bien évidemment qu'il n'y a pas d'énergie qui disparaît, l'énergie reçue, c'est finalement l'énergie exploitable plus l'énergie dégradée.
ce qui va nous permettre de définir le rendement. Le rendement, ça va être l'énergie exploitable divisé par l'énergie reçue. Ça peut être aussi la puissance exploitable divisé par la puissance reçue. Ce rendement, il est forcément inférieur à 1. Forcément inférieur à 1, pourquoi ? Parce que forcément, on a toujours un petit peu d'énergie dégradée. Alors, cette énergie dégradée, l'objectif, ça va être de la minimiser. Il y a certains convertisseurs qui la minimisent très bien, comme par exemple un radiateur électrique. Alors, l'énergie dégradée, elle est très faible, puisque l'objectif, ça va être de valoriser la production de chaleur par électricité. Mais à l'inverse, il y a des systèmes comme ceci qui vont avoir une énergie dégradée très importante. Je pense notamment au moteur à explosion, qui est un convertisseur tout pareil, sauf que l'énergie dégradée, elle est très importante parce que vous avez bien vu que votre moteur il chauffe, il y a des frottements, il y a plein de choses, et l'énergie dégradée, elle est très importante par rapport à l'énergie exploitable. Donc, il faut bien faire attention d'avoir un rendement inférieur à 1. Si vous avez quelque chose de supérieur à 1, c'est que clairement vous vous êtes trompé quelque part. Bien, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir voir l'énergie mécanique. Alors en énergie mécanique, il y a pas mal de choses à voir. Premièrement, on va définir ce que c'est l'énergie cinétique. On en a déjà parlé en seconde. Ça va être 1/2 de mv carré pour un objet, un objet ponctuel ou massique. Donc ça, c'était un petit rappel, mais on va rajouter ce qu'on va appeler, nous, le travail d'une force. Alors, le travail d'une force, c'est homogène à une énergie. Donc, que ce soit votre énergie ou que ce soit votre travail, tout ça, c'est en joules. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, la puissance, ici, elle est en watts, et l'énergie est en joules. Donc, cette travail d'une force, ça va bien être acté par rapport à une force. Donc, ça va être bien le travail, donc work, le travail de la force F pour aller de A vers B. Alors, pour aller de A vers B, comme mon petit schéma, vous voyez que ma force, elle n'est pas forcément tout à fait collinéaire à ce sens de trajectoire. Donc on va avoir un angle qu'on va appeler alpha, peut-être bêta, peut-être je sais pas quoi, peu importe, ça va être un angle qui va nous permettre de travailler sur ce travail. La définition du travail, ça va être le produit scalaire de F par rapport à B. Alors là, attention, c'est pas une multiplication, c'est bien un produit scalaire, puisque nos deux entités ne sont pas des nombres réels ou entiers, ce sont bien des vecteurs avec tout ce qui en suit. Pour passer au produit multiplication, on va prendre la norme de F, la norme de AB, fois facteur du cosinus de cet angle-là. D'accord ? On va bien ici avoir notre cosinus qui va apparaître pour avoir finalement l'orientation de la force par rapport au mouvement. Alors ça implique qu'il y a plusieurs types de travaux. Il y a les travaux des forces qu'on va dire moteurs, donc si jamais le travail il est positif par rapport au cosinus, bien évidemment. Si le travail est positif, alors il est moteur. Si il est égal à 0, le travail est nul. Et si le travail est négatif, alors il va être résistant. Nouvelle loi très importante que l'on va voir ici, c'est le théorème de l'énergie cinétique. Alors, ce théorème est très important parce qu'il va nous permettre de relier le mouvement d'un objet, sa vitesse, avec justement les forces qui vont s'appliquer sur lui. Alors, le théorème de l'énergie cinétique nous dit que la variation d'énergie cinétique, d'accord ? Donc c'est-à-dire énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale, va être égale à la somme de tous les travaux des forces entre A et B. D'accord ? Toutes les forces, qu'elles soient conservatives, moteurs, résistantes, non conservatives, tout ça, ça va être tous les travaux, on va les additionner et ça va nous faire la variation de l'énergie cinétique. Alors, ce théorème est très important, mais il est des fois pas forcément tout à fait pratique. Donc on va définir encore autre chose, on va définir l'énergie potentielle. Alors l'énergie potentielle, on l'a déjà définie en seconde, ça va être M, la masse de l'objet, fois G, l'intensité de pesanteur, fois H, sa hauteur. L'énergie potentielle, elle dérive d'une force
conservative. Le poids est conservatif, c'est-à-dire qu'il ne va pas dépendre du poids. Donc la variation d'énergie potentielle, ça va être le travail entre A et B des forces non conservatives. Conservatives, pardon. Forces conservatives. Sauf que, on sait que l'énergie mécanique, ça va être la somme des énergies potentielles plus énergie cinétique. Sauf que, si pour la variation d'énergie potentielle, j'ai moins le travail des forces conservatives, et que là j'ai tout, forces conservatives, forces non conservatives, si j'enlève les forces conservatives de ma variation d'énergie cinétique, si jamais je mets tout en variation, alors la variation d'énergie mécanique, c'est ce qu'on va écrire ici, la variation d'énergie mécanique, ça, il ne va me rester que la somme des forces, des travaux des forces entre A et B, des forces non conservatives. Alors, ce théorème est aussi très important, car très pratique, puisqu'il va nous permettre de quantifier finalement le travail d'une force non conservative. Les forces non conservatives, par exemple, ça va être les frottements non conservatifs, et ça va nous permettre de quantifier finalement le travail de cette force par rapport à la variation d'énergie mécanique. Maintenant qu'on a fait ça, on va passer à un nouveau thème qui est ondes et signaux. Bien, on va commencer par la définition de ce que c'est une onde. Alors, une onde mécanique, ça va être une onde qui va avoir besoin, qui nécessite un milieu matériel. Donc, par exemple, le son ou la houle va avoir besoin de l'air ou de l'eau pour se propager. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, la lumière n'est pas une onde mécanique, tout simplement parce qu'elle arrive à se propager dans le vide. L'onde mécanique, elle va être définie par plusieurs grandeurs, notamment son amplitude. Donc son amplitude, c'est par rapport à sa moyenne. D'accord ? Et on va pouvoir, à travers le temps, on voit une belle sinusoïde, on va pouvoir définir ce qu'on va appeler la période T. Donc la période, la durée finalement de répétition d'un motif, T. Donc T est en secondes, et va nous permettre de faire ça. On voit que finalement, dans les ondes mécaniques, on a aussi une autre périodicité, qui est la périodicité spatiale. Donc la périodicité spatiale, on l'a ici, c'est-à-dire que quand on va regarder par exemple la houle, on va voir que finalement, l'état vibratoire de deux points va être tout le temps espacé de la même distance. Et cette périodicité va s'appeler lambda. On va avoir une périodicité lambda. Donc la double périodicité, elle va nous dire que finalement, notre périodicité, finalement, elle va être reliée par rapport à la vitesse. Donc la célérité de l'onde, on va appeler ça V, par exemple, ou C, ça va être lambda divisé par la période. Souvent, l'état vibratoire de notre onde, on va l'appeler S de T, ça va être égal à A pour l'amplitude, facteur de cosinus oméga T, plus phi. A, ici, ça va être notre amplitude. Oméga, ça va être notre pulsation. T, le temps, bien évidemment. Et phi, ça va être le déphasage. Cette formule vous sera souvent donnée, en première en tout cas, et elle va vous permettre finalement d'exploiter un petit peu la vitesse et l'amplitude de notre onde. Autre point important dans ondes et signaux, on va parler un petit peu d'optique. Alors, un système optique, on avait défini ça comme une lentille convergente, d'accord ? Convergente parce que les flèches partent de l'extérieur, sinon c'est une lentille divergente, qui ne sont pas au programme. Donc notre lentille ici, notre système optique, il est défini par plusieurs choses. Déjà, on a notre axe optique ici, delta, qui va nous permettre de nous indiquer le sens de propagation de notre lumière. On a ici notre lentille avec son foyer, son centre optique O. Donc ça, c'est notre centre optique. On a ici F, le foyer objet, et F' ici,
le foyer image. On avait vu que finalement, il y a plusieurs rayons qui peuvent nous intéresser pour tracer finalement l'image de AB, notre objet quelconque, d'accord, par rapport à l'antille L. Donc le premier rayon très intéressant, ça va être le rayon qui part de B et qui traverse le centre optique O. Ce faisant, il n'est pas dévié. Donc il traverse sans se soucier de quoi que ce soit. Il traverse l'antille. Deuxième rayon intéressant, c'est le rayon qui part de B et qui est parallèle à notre axe optique. En étant parallèle à l'axe optique, il va passer par le foyer image. Donc déjà, on voit que les deux rayons ici, ils se croisent en un point, donc ça veut dire qu'on va avoir une image ici. Troisième rayon qui peut être intéressant, suivant les cas de figure, bien évidemment, ça va être celui qui va passer par le foyer objet. En passant par le foyer objet, il va traverser la lentille et traverser et repartir en parallèle à l'axe optique. Et là, vous voyez que j'ai tracé mon point B' avec l'approximation qui est la mienne. Hop, B'. Et donc, puisque AB est perpendiculaire à l'axe optique, l'image de AB, A'B', va être aussi perpendiculaire à A'B'. Voilà. Donc là, j'ai bien tracé mon image de AB à travers ma lentille L en prenant en compte les trois rayons les plus intéressants. Tout ça va pouvoir être relié à travers ce qu'on va appeler les relations de conjugaison. Donc on va avoir 1 sur OA' moins 1 sur OA qui va être égal à 1 sur F'. F' étant la distance OF', c'est la focale de notre lentille. On va aussi définir ce qu'on va appeler l'agrandissement. L'agrandissement, ça va être le rapport entre A'B' divisé par AB, qui va être aussi égal à OA' divisé par OA. Voilà. Donc avec tout ça, on va pouvoir définir finalement comment les rayons lumineux vont traverser notre lentille pour arriver à une image. Donc vous voyez que notre œil, qui est finalement une lentille de base, imprime au fond de notre rétine une image inversée. C'est le cerveau qui va la remettre à l'endroit. Vous voyez qu'elle est inversée, donc c'est-à-dire que notre gamma, a priori dans ce cas de figure-là, il va être négatif. D'accord ? Faut pas s'alarmer, c'est normal, c'est négatif parce que c'est inversé. C'est pas toujours le cas. D'accord ? On va appeler toujours ça agrandissement, que ce soit positif, négatif, supérieur à 1 ou inférieur à 1. Si on est supérieur à 1, effectivement, l'image est agrandie au sens littéral du terme. Si c'est inférieur à 1, elle est rétrécie. Les deux derniers chapitres qu'on va voir, ça va être les couleurs. Alors les couleurs, on va voir ce qu'on va appeler les synthèses additives et soustractives. Les synthèses additives, c'est littéralement votre pixel. Je vais mettre ça comme exemple. Ça va être un pixel. D'accord ? Donc un pixel, il est composé de 3 couleurs. On va avoir du rouge, du bleu et évidemment du vert pour le RVB. Mais en additionnant certaines couleurs, on va avoir des nouvelles couleurs qui vont apparaître. Bleu plus vert, ça va faire cyan. Vert plus rouge, ça va nous faire jaune. Rouge plus bleu, ça va nous faire magenta. Et quand on va additionner toutes les couleurs, les 3 couleurs, et ça va nous donner du blanc. On a blanc au milieu. Pour la synthèse soustractive, on va avoir les 3 couleurs qu'on a données là, magenta. On va avoir le magenta qui va être ici. On va avoir le jaune.
et le cyan. La superposition de filtres colorés cyan et magenta va nous donner ici du bleu. Jaune plus magenta, ça va nous donner du rouge. Jaune plus cyan, ça va nous donner du vert. Et la jonction de tout ça va donner du noir. Enfin, tout dernier chapitre à voir, c'est le modèle de la lumière. Alors la lumière, ça va être défini comme une onde électromagnétique qui va pouvoir se propager dans le vide. Donc il va être défini par deux choses, la célérité, donc 3 10 puissance 8 mètres par seconde, et sa longueur d'onde, lambda, en mètres. La longueur d'onde va dépendre évidemment de ce qu'on va voir comme couleur. Les transferts d'énergie se font uniquement par paquets d'énergie que nous on va appeler photons. Donc, quand on va avoir une énergie qui va passer d'un niveau à un autre, peu importe ce niveau, eh bien on va avoir transfert de photons. Donc ici, pour le transfert B, on va bien avoir d'une énergie plus haute vers une énergie plus basse. Donc on va avoir émission d'un photon. Et quand on va parler d'une énergie plus basse vers une énergie plus haute, ça veut dire qu'on va absorber un photon. Comment est-ce qu'on va connaître les énergies de ces photons? Eh bien, on va les relier par la loi H nu ou Hc sur lambda. H, ça va être la constante de Planck qui vous sera donnée. Mu, ça va être la fréquence. Et lambda, notre longueur d'onde. C'est la célérité, on vient de la donner. Donc, suivant de quelle énergie vous partez et vers quelle énergie vous allez émettre une raie, ou absorber une raie de couleur précise. Merci d'avoir suivi cette petite capsule vidéo. N'hésitez pas à aller sur le site web sciencefinum.fr pour retrouver l'entièreté des cours que je dispense, les QCM qui sont corrigés, les exercices classiques corrigés et les travaux pratiques associés. Merci et bon courage!